À l'été 1978, la Roja espagnole débarque en Amérique du Sud, porteuse de la fierté d'un pays en pleine mutation. Forte d'une génération de joueurs talentueux formés en Liga, elle apporte à l'Argentine un style de jeu à la fois technique et intense, typique des Matadors. Malgré une élimination prématurée dès la phase de groupe, après une déroute face à l'Autriche et un match nul courageux contre le Brésil, la génération 1978 pose les premières pierres du renouveau du football au pays des taureaux. Si elle ne remporte pas la Coupe d'Or, elle ramène la fierté et des souvenirs impérissables. Mais derrière ces moments de combativité sur le terrain se cachent des personnes au destin singulier. Plus de 40 ans ont passé, et le temps a laissé des traces indélébiles dans leur vie. Certains sont devenus des figures emblématiques, d'autres se sont retirés discrètement pour devenir architectes. Et hélas, certaines des étoiles les plus brillantes se sont éteintes dans une tragédie ultime. Revenons sur les hauts et les bas du parcours de celles et ceux qui incarnaient l'âme de l'équipe espagnole cette année-là. Juan Manuel Asensi a 28 ans lors de la Coupe du Monde 1978, était le cœur et l'âme du milieu de terrain espagnol, légende du FC Barcelone. Asensi ne s'appuyait pas sur sa force brute, mais sur son intelligence tactique et sa maîtrise du terrain. Il inscrivit l'unique but de la victoire contre la Suède, une frappe qui témoigna de son sang-froid et de son leadership en tant que capitaine. Asensi était comme un phare guidant le navire espagnol, malgré la pression et les attentes fortes en Amérique du Sud, après le tournoi en Argentine. Asensi continua de contribuer au succès du FC Barcelone, remportant la Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe en 1979, avant de prendre une décision audacieuse, en 1980, partir au Mexique pour jouer à Puebla, à 7. Époque, il était rare qu'une star au sommet de sa carrière quitte l'Europe. Mais Asensi transforma ce voyage en une véritable aventure culturelle. Après avoir raccroché ses crampons, il se lança dans une carrière d'entraîneur et d'entrepreneur, ouvrant une école de football portant son nom, Teddy School, et se consacrant à la formation de jeunes talents. Asensi vécut paisiblement et dignement. Il ne fit pas souvent de déclarations fracassantes dans les médias, préférant une vie tranquille, profitant des joies de sa famille et jouant au golf le week-end. Le point commun entre Asensi, sur le terrain, et dans la vie ceste, le calme. Sur le terrain, il est le garant du rythme imperturbable en dehors. Ceste, un gentleman, un pédagogue dévoué. L'image de l'ancien capitaine est désormais celle d'un vétéran, respecté par tout le monde du football espagnol. Aujourd'hui, à 75 ans, Juan Manuel Asensi mène une vie saine dans sa ville natale d'Alicante. Il apparaît occasionnellement lors d'événements du FC Barcelone en tant que président de l'Association des anciens joueurs. Le sourire bienveillant de l'ancien capitaine témoigne d'une vie riche et épanouie. Marcelino Pérez dit: Marcelino aborda la Coupe du Monde, 1978 à 22 ans déjà, gardien de but fiable de l'Atlético Madrid. Avec sa longue chevelure romantique et son style de jeu féroce et intrépide, il incarnait l'esprit des colchoneros, travailleurs acharnés, tenaces et toujours prêts à se jeter dans la mêlée. Marcelino disputa les 3 matchs, affrontant avec une incroyable ténacité les meilleurs attaquants brésiliens et autrichiens. Mais le destin lui réserva un moment ironique après un arrêt miraculeux sur sa ligne de but. Contre le Brésil, il dut assister impuissant à l'occasion manquée par son coéquipier Cardeñosa d'inscrire un but historique quelques secondes plus tard. La carrière de Marcelino, après 1978, aurait été bien plus brillante sans ce fléau. Quest la blessure. Des blessures persistantes aux genoux ont rangé ses jambes de cristal, le contraignant à une retraite prématurée, avant même d'avoir 30 ans. Quitter les terrains, alors que sa passion était encore si vive, fut un crève-cœur. Mais Marcelino ne cesse pas laissé abattre.
Il cesse de tourner vers l'entraînement et la représentation de joueurs mettant à profit son expérience durement acquise pour aider la nouvelle génération à éviter les mêmes erreurs. Il a mené une vie discrète, loin du monde superficiel et clinquant du football. Ce qui est frappant chez Marcelino, c'est sa force de caractère. Sur le terrain, c'est un guerrier qui ne recule jamais devant la douleur en dehors. Il lutte en silence contre les souffrances physiques et les regrets d'une carrière inachevée pour trouver la paix intérieure. Il est l'incarnation même du héros discret, celui qui a consacré toute sa jeunesse au drapeau et au maillot. Marcelino Pérez profite désormais de sa retraite. Bien que son nom ne soit plus cité quotidiennement dans les journaux, il reste dans le cœur des supporters de l'Atlético Madrid des années 70, un symbole de courage. Isidoro San José, également âgé de 22 ans, lors de la Coupe du Monde. 1978 était le pilier polyvalent du Real Madrid, capable d'évoluer efficacement sur les deux ailes et au poste de milieu défensif. Il était réputé pour sa ténacité et sa discipline de fer. San José n'était pas la star qui attirait tous les regards, mais il incarnait le joueur dont rêve tout entraîneur, travailleur acharné, persévérant, et toujours prêt à remplir sa mission. En Argentine, il disputa les 3 matchs, devenant un rouage indispensable de la défense espagnole. Un travailleur infatigable parmi les artistes, la carrière de San José est indissociable de l'âge d'or du Real Madrid, ayant posé les bases d'une relève prometteuse pour la Quinta del Buitre. Après sa retraite, il a choisi de ne pas poursuivre la voie exigeante du coaching de haut niveau, mais s'est consacré au travail social et à la formation des jeunes. San José a investi une grande partie de son énergie dans la Fondation Real Madrid, participant à l'organisation de stages, de football d'été et d'actions caritatives. Il considérait le football comme un outil d'éducation bien plus qu'un simple moyen de remporter des titres. Sa vie intense et riche de sens est rythmée par le ballon rond et les sourires des enfants. Le point commun entre San José sur le terrain et en dehors c'est son sens du service. Lorsqu'il joue, il se dévoue corps et âme à ses coéquipiers, comblant tous leurs besoins. Une fois sa carrière terminée, il s'engage auprès de la communauté. Il est la preuve vivante que la valeur d'un joueur ne se mesure pas uniquement à ses buts, mais aussi à sa capacité à transmettre sa passion du football. Aujourd'hui, à environ 70 ans, Isidoro San José reste un visage familier des médias du Real Madrid en tant que commentateur et ambassadeur. Il demeure en pleine forme et optimiste, continuant d'inspirer des générations de supporters madrilènes. Miguel Ángel, surnommé El Gato. Le chat était le gardien de but de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 1978 à 30. Hans, le portier du Real Madrid, était au sommet de sa forme, doté de réflexes fulgurants et d'une agilité exceptionnelle. Miguel Ángel rassurait ses coéquipiers. Même si l'Espagne fut éliminée prématurément, personne ne pouvait le lui reprocher. Cet homme qui, tel un chat, s'était jeté à plusieurs, reprisé pour sauver des buts face au Brésil et à la Suède. Il était un symbole de résilience et de courage dans les cages, toujours prêt à se jeter aux pieds des adversaires pour défendre son but. Après avoir raccroché ses gants, Miguel Ángel s'est resté fidèle au Real Madrid. Il a occupé de nombreux postes d'entraîneur des gardiens, à représentant de l'équipe première, en passant par directeur des installations. Toute sa vie fut un hymne à la loyauté envers le maillot blanc du Real Madrid. Il a mené une vie exemplaire respectée par ses pairs et considéré comme un grand mentor par les générations suivantes de gardiens, comme Casillas. Il a passé ses vieux jours paisiblement entouré de l'amour de sa famille. Rien ne semblait pouvoir ternir l'image du brillant chat d'antan. Le lien entre Miguel Ángel et la vie, c'est le courage. Sur le terrain, il a affronté avec bravoure des tirs dévastateurs, et à la fin de sa vie, il a puisé dans ce même courage pour relever son plus grand défi, fin 2022. On lui a diagnostiqué la SLA, sclérose latérale
amyotrophique. Le gardien de but qui sillonnait autrefois les cages avec une telle agilité a dû assister à la paralysie progressive de son corps. Mais Miguel Ángel a affronté cette épreuve avec le sourire sans jamais se plaindre. Cependant, cette aventure extraordinaire prit fin. Le 6 février 2024, le légendaire Miguel Ángel Cest éteint à l'âge de 76 ans. Sa disparition a plongé le monde du football dans un profond chagrin. Il a laissé derrière lui non seulement un héritage d'arrêts miraculeux, mais aussi une leçon de courage face à l'adversité, jusqu'à son dernier souffle. Julio Cardeñosa, le talentueux milieu de terrain du Real Betis, aborda la Coupe du Monde. 1978, à l'âge de 28 ans, considéré comme l'un des meilleurs passeurs espagnols. Grâce à son pied gauche magique et sa silhouette longiligne, El Flaco, il orchestre le jeu. Ironie du sort pourtant, lors de ce tournoi, Cardeñosa resta dans les mémoires non pas pour ses passes exquises, mais pour le raté du siècle face au Brésil. Alors que le but était vide, une frappe en apparence anodine fut repoussée sur la ligne par le défenseur Amaral. Ce moment allait le hanter pendant des années, telle une cicatrice sur sa carrière internationale, éclipsant quelque peu son talent exceptionnel. Mais la vie de Cardeñosa ne s'est pas arrêtée à ce match. De retour au club, il est resté l'âme, le saint vivant du Real Betis, menant de l'équipe à la victoire en Coupe du Roi et laissant un héritage immense. Il a passé le reste de sa carrière à prouver qu'il était bien plus qu'une erreur. Après sa retraite, Cardeñosa est devenu entraîneur et commentateur toujours vénéré par les Andalous. Il a mené une vie simple et humble n'élude jamais les questions concernant ce match, mais y répondant avec tolérance et un sourire bienveillant. Le sens que Cardeñosa donne à la vie Cest le salue. Sur le terrain, il cherche constamment à créer des occasions de but pour ses coéquipiers. En dehors, il se réinvente sans cesse grâce à un effort constant. Il est la preuve qu'un échec ponctuel ne définit pas une personne et que la véritable classe réside dans la capacité à se relever après une chute. Aujourd'hui, Julio Cardeñosa coule une retraite paisible à Séville. Il est toujours l'invité d'honneur de chaque match du Betis, où le public se lève et l'applaudit à chaque fois que son nom est prononcé. Pour eux, il restera à jamais une légende, malgré le temps et les échecs. Eugenio Leal. Le milieu de terrain de 24 ans de l'Atlético Madrid abordait la Coupe du Monde 1960-18 comme un talent. Prometteur joueur élégant, doté d'un toucher de balle exceptionnel, d'une technique exquise et d'un don pour les frappes lointaines qui faisaient vibrer les spectateurs, il était alors considéré comme le plus grand espoir du football espagnol après la période tumultueuse de l'après-Franco. En Argentine, Leal eut l'opportunité d'être titularisé à 2 reprises. Bien qu'il n'ait pas réalisé d'actions spectaculaires, il a néanmoins marqué les esprits par son jeu fluide, son esprit malicieux et sa vision créative du jeu. En lui, on voyait l'ombre d'une nouvelle Espagne romantique, libérale et désireuse de créer un football séduisant loin du pragmatisme des années précédentes. Cependant, la tragédie d'un talent précoce et éphémère frappa cruellement Leal, 1 an seulement après la Coupe du Monde, lors du derby. Madrilène, enflammé de 1979. Un tacle violent lui déchira les ligaments du genou, à une époque où la médecine sportive n'était pas encore développée. Cette blessure sonna le glas d'une carrière de haut niveau. Leal lutta pour revenir mais ne retrouva jamais sa vitesse et sa puissance d'antan. Elle fut contrainte de prendre une retraite prématurée à 28 ans, avec un profond regret. Après avoir quitté les terrains, Leal mena une vie plutôt recluse, loin de l'aura qu'il avait autrefois. Il exerça des métiers ordinaires, rencontrant parfois des difficultés, offrant le triste portrait d'une étoile oubliée. Le contraste entre Leal sur le terrain et en dehors reste ténu.
Sur le terrain, il dessinait de belles courbes, mais la vie lui a réservé une fin abrupte et douloureuse. Il représente les fleurs brisées du football, ces génies dont le talent n'a pu triompher de la cruauté du destin. Aujourd'hui, Eugenio Leal vit reclus dans sa ville natale et apparaît rarement en public. Bien qu'on parle peu de lui désormais dans la mémoire des supporters de l'Atlético Madrid des années 70, Leal reste un prince au style de jeu de rêve qui aurait pu dominer le monde sans ce jour tragique. Juanito. Juan Gómez González est la flamme inextinguible du Real Madrid. Lors de la Coupe du Monde, 1978, l'attaquant de 23 ans a apporté à l'Argentine une personnalité explosive et un style unique inimitable. Bien qu'il n'ait disputé que 2 matchs, Juanito a marqué les esprits par son enthousiasme débordant sa technique, hors pair et son esprit combatif se donnant corps et âme pour chaque rencontre. C'est le genre de joueur qui joue avec le cœur. Un cœur si ardent que parfois ses émotions prennent le pas sur la raison. Mais c'est cette intensité qui a fait de Juanito une icône non seulement du Real Madrid, mais de toute une génération de joueurs qui osent vivre pour le football. Juanito n'est pas qu'un simple attaquant. C'est une icône culturelle, une âme rebelle et passionnée qui illumine le terrain à chacune de ses apparitions. La carrière de Juanito fut une succession de triomphes et de scandales. Devenu une légende au Bernabéu grâce à ses remontées spectaculaires, l'esprit. Juanito, il fut également suspendu longtemps de toute compétition internationale pour avoir piétiné la tête de Lothar Matthäus. Après sa retraite, de joueur, Juanito prit les rênes de l'équipe de Mérida, promettant une brillante carrière d'entraîneur grâce à sa forte personnalité. Il était en passe de devenir un stratège talentueux, un grand motivateur pour ses joueurs désireux de prouver sa maturité. Juanito vit à 100 à l'heure, incarnant la vitesse et la passion. Il vit intensément, aime passionnément, et joue comme si demain n'existait pas. Il semble toujours pressé, voulant se dépenser sans compter à chaque instant sur le terrain, comme dans la vie. Cependant, cette aventure extraordinaire prit fin brutalement. Dans la nuit du 2 avril 1992, sur le chemin du retour, vers Mérida après un match du Real Madrid au Bernabéu, la voiture transportant Juanito fut victime d'un tragique accident alors qu'il dormait sur le siège passager. Juanito décéda à l'âge de 37 ans. Sa disparition fut le plus grand choc de l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, encore à la 7e minute de chaque match au Bernabéu, les supporters scandant « Ila, ila, ila Juanito Maravilla » en hommage à son âme immortelle. Carlos Alonso González dit « Santillana aborda la Coupe du Monde 1978 au sommet de sa carrière à 25 ans, considéré comme un phénomène du football européen grâce à son extraordinaire détente. Un talent qui émerveillait les tribunes à maintes reprises. Santillana, malgré sa taille d'environ 1,75 mètres, semblait planer dans les airs pour décocher des têtes puissantes trompant des défenseurs centraux pourtant plus grands que lui. Lors du tournoi en Argentine, Santillana était l'attaquant le plus incisif de l'Espagne, mettant constamment la défense adverse sous pression. Chaque duel aérien qu'il assurait représentait une menace de but. Avec son efficacité redoutable et son style de jeu direct, Santillana est devenu le symbole d'une Espagne, forte, pragmatique et puissante, dans un contexte où le football espagnol était en quête d'une nouvelle identité. La carrière de Santillana au Real Madrid s'est étendue sur près de 2 décennies, durant lesquelles il a marqué des centaines de buts le plaçant, ainsi au panthéon des légendes. Contrairement à son coéquipier, Juanito au tempérament fougueux. Santillana était un véritable gentleman dans la vie, calme et poli. Après sa retraite, il est devenu ambassadeur de la marque Reebok en Espagne et s'est lancé dans les affaires. Il s'est forgé l'image d'un homme d'affaires prospère et réputé qui a toujours respecté des normes éthiques élevées
et Ceste tenu à l'écart de tout scandale. Le point commun entre Santillana sur le terrain et en dehors, Ceste l'équilibre. Sur le terrain, il fait preuve d'un équilibre aérien, miraculeux pour marquer des buts dans la vie. Il trouve un équilibre parfait entre célébrité et vie, privé entre gloire passée et carrière actuelle. Il est l'archétype de l'homme qui réussit. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Santillana demeure l'une des figures les plus respectées de Madrid. Il coule des jours heureux en famille, et lorsqu'on évoque l'art du jeu de tête au football, son nom reste une référence incontournable. Francisco Javier Uría, latéral gauche de 28 ans du Sporting Gijón, qui a également joué pour le Real Madrid, était l'un des défenseurs les plus doués techniquement de l'équipe nationale espagnole de 1978. Il a disputé 2 matchs lors de la Coupe du Monde, démontrant son impressionnante capacité à attaquer depuis les ailes et la précision de ses centres. Uría incarnait le football asturien libre comme la mer, mais aussi discipliné que la montagne. Travailleur acharné, il se donnait toujours à fond lorsqu'il en avait l'occasion, un héros discret sur son aile. Après sa retraite, Uría retourna dans sa ville natale de Gijón, menant une vie loin du tumulte du football moderne. Il ne s'impliqua guère dans l'entraînement ou les commentaires sportifs de haut niveau, préférant savourer les plaisirs simples de la vie côtière. On se souvient de lui comme d'un homme doux et bienveillant, toujours prêt à aider sa communauté. La vie d'Uría s'écoula paisiblement, à l'image des vagues qui caressent les rivages des Asturies, où il trouva la sérénité après des années de combat. Le lien entre Uría et la vie ceste le retour. Sur le terrain, il revient toujours défendre le but dans la vie. Il retourne à ses racines pour se retrouver. Il est l'incarnation même de l'humilité et de la simplicité. Cependant, le parcours de cet homme d'une grande bonté. Ceste lui aussi achevé. En janvier 2024, Francisco Javier Uría Ceste éteint, à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie. Sa disparition a laissé un grand vide dans le monde du football asturien où il restera à jamais une légende du Sporting Gijón, lui qui a fait rayonner la fierté de sa région. Miguel Bernardo Bianchetti, surnommé Migueli ou Tarzan, était la terreur de tous les attaquants lors de la Coupe du Monde 1978. À 26 ans, le défenseur central du FC Barcelone possédait une force physique impressionnante et une épaisse moustache virile. Il a disputé 2 matchs durant la compétition, faisant preuve d'une détermination sans faille et n'hésitant pas à engager le jeu. Migueli était réputé pour son incroyable ténacité. Il a notamment joué l'intégralité de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, avec une clavicule fracturée. Il incarnait une force et un courage hors du commun, un roc inébranlable devant le but. Après avoir raccroché ses crampons en tant que détenteur du record d'apparition sous le maillot du FC Barcelone, avant d'être dépassé par Xavi et Messi, Migueli est resté simple et franc. Il s'est impliqué dans des activités d'anciens joueurs, le marché de l'or, et est apparu occasionnellement dans les médias pour partager ses opinions sans détour. Malgré son allure imposante de géant, Migueli était un homme chaleureux, toujours enthousiaste à l'idée de retrouver ses amis et de s'engager dans des œuvres caritatives. Le lien entre Migueli et la vie ceste l'endurance. Il a persévéré sur le terrain pendant 16 saisons au plus haut niveau et a persévéré dans la vie pour conserver son statut de légende. Sa force réside non seulement dans ses muscles, mais aussi dans sa volonté de faire, de ne jamais abandonner. Aujourd'hui, à 72 ans, Migueli est toujours bien vivant à Barcelone. Il reste l'indomptable Tarzan. Dans le cœur d'Écule, témoin vivant de la période glorieuse et aussi tumultueuse de l'histoire du club catalan. Antonio Olmo. Le défenseur de 24 ans du FC Barcelone était surnommé El Sabio, le sage, un surnom qui résumait parfaitement son style. De jeu, il a disputé 2 matchs lors de la Coupe du Monde, 1978
privilégiant l'intelligence à la force brute pour défendre. Olmo incarnait le défenseur moderne, calme et posé. Il interceptait les passes avec clairvoyance et lançait les attaques depuis l'arrière. Il inspirait confiance par son sang-froid et sa précision. Après sa retraite, Olmo ne quitta pas le monde du football, mais resta profondément attaché à la formation des jeunes à la Masia et travailla comme entraîneur à Sabadell fidèle à son surnom de « sage ». Il était un pédagogue dévoué, transmettant une philosophie de jeu intelligente aux générations futures. Sa vie était intimement liée à la table de réunion et au terrain d'entraînement ensoleillé, où il faisait éclore les espoirs du football. Homme discret rarement évoqué par les médias. Sa contribution à la construction du football espagnol fut pourtant considérable. Ce qui unit Olmo, sur et en dehors du terrain, c'est son intelligence. Sur le terrain, il joue avec sa tête. En dehors, il utilise son savoir pour transmettre son expérience. Il incarne parfaitement le pédagogue convaincu que le football est avant tout un jeu mental. Aujourd'hui, Antonio Olmo coule une retraite paisible. Il continue de suivre de près les moindres faits et gestes du FC Barcelone, satisfait de l'héritage laissé par des joueurs talentueux dont il a contribué à façonner la personnalité et le style de jeu. José Martínez Sánchez, alias le légendaire Pirri, arriva à la Coupe du Monde 1978 à 33 ans, le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Bien qu'il n'ait disputé qu'un match et demi, son influence dans le vestiaire fut inestimable. Il était reconnu comme l'un des joueurs les plus courageux de l'histoire. Il joua notamment une finale avec une clavicule cassée et une autre avec 40 degrés de fièvre. Pirri était un symbole du madridisme, cet esprit combatif propre au Real Madrid. En Argentine, il joua le rôle de grand frère, un soutien moral précieux pour les jeunes joueurs. Ce qui est le plus remarquable chez Pirri, c'est sa vie après le football, un parcours intellectuel admirable. Il a étudié la médecine tout en évoluant au plus haut niveau. Et après sa retraite sportive, il est devenu médecin intégrant l'équipe médicale du Real Madrid. D'un héros sur le terrain capable de blesser ses adversaires, il est devenu un héros en blanc, sauvant ses joueurs. Par la suite, il a également assumé le rôle de directeur sportif et est actuellement président d'honneur du Real Madrid suite au décès d'Amancio. Le rapport de Pirri à la vie était empreint de guérison et de générosité. Sur le terrain, il comblait les brèches défensives grâce à son expérience. En dehors, il soignait les blessures avec son expertise médicale. Il incarnait parfaitement ces deux aspects, une force physique exceptionnelle et une lucidité mentale remarquable. Aujourd'hui, Pirri demeure une figure influente et respectée à Madrid. À près de 80 ans, il conserve toute sa sérénité véritable, symbole de sagesse et de courage, et est vénéré par le monde du football tout entier. Antonio Biosca, défenseur central du Real Betis. Âgé de 28 ans, a vécu une Coupe du Monde 1978 mémorable tant sur le plan de l'honneur que de la pression. Entré en jeu face au Brésil, il s'est battu avec acharnement pour contenir les assauts des Brésiliens, défenseur infatigable. Biosca avait été un pilier du triomphe historique du Betis en Coupe du Roi 1977. Cependant, sa carrière internationale fut brève et la Coupe du Monde 1978 reste son seul moment de gloire en équipe nationale. Après la Coupe du Monde, Biosca a rapidement mis un terme à sa carrière d'entraîneur et s'est consacré entièrement aux affaires. Contrairement à nombre de ses collègues qui ont tenté de persévérer dans ce domaine, il a choisi de devenir entrepreneur. Il y a connu un franc succès et a mené une vie privée loin du tumulte et des scandales du monde du football. Il a préféré tourner la page et se concentrer sur le présent, construisant un avenir prospère pour sa famille. Le parcours de Biosca est atypique. Sur le terrain, il est gardien de but, mais dans la vie, il a bâti une carrière sans aucun lien avec le football. Il prouve que les joueurs peuvent réussir dans d'autres domaines après avoir raccroché leurs crampons. Aujourd'hui, Antonio Biosca vit confortablement à Séville. C'est un homme accompli, satisfait de sa situation, un passé glorieux avec le Betis et un présent paisible et stable.
Rubén Cano, attaquant argentin naturalisé espagnol, fut le héros qui mena la Roja à la Coupe du Monde 1978 grâce à son but. Un or lors de la sanglante bataille de Belgrade contre la Yougoslavie. Lors de ce tournoi disputé dans son pays natal, Cano, alors âgé, de 27 ans, joua un match marqué par une profonde émotion. Attaquant rusé, puissant, excellent au pressing, et parfois coriace, il était prêt à tout pour marquer. Il incarnait la fusion de la technique sud-américaine et du pragmatisme européen. Après sa retraite, Rubén Cano n'a pas choisi de vivre reclus. Il est devenu un directeur sportif influent et plein de ressources à l'Atlético de Madrid, sous la présidence de Jesus Gil. Il était réputé pour son talent de négociateur, ses transferts retentissants et son sens aigu des relations humaines. Sa vie a toujours été trépidante, marquée par des controverses, en coulisses à l'image de sa forte personnalité et de son audace lorsqu'il était joueur. Le point commun entre Cano et son adversaire Cest, son esprit combatif. Sur le terrain, il se bat avec les défenseurs pour récupérer le ballon. À la table des négociations, il se bat avec son interlocuteur pour prendre l'avantage. Cest, un homme né pour conquérir et qui n'accepte jamais la défaite. Aujourd'hui, Rubén Cano est retraité, mais il conserve la forte personnalité d'un vrai gaucho. Il suit toujours assidûment le football et ses commentaires sont aussi incisifs que ses tirs.